Yarana, bonjour à tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode des Curious Buzz, le podcast de l'entrepreneuriat en Polynésie française à Tahiti. Aujourd'hui, les Curious Buzz vous amènent au fond d'une vallée de l'île de Tahiti, la vallée de Hamuta, dans un hangar particulièrement, on va dire, anonyme, mais dans lequel recèle un vrai trésor, un trésor d'idées, un trésor de créativité et un trésor d'individus, tant qu'à faire, allons-y. C'est le hangar de l'entreprise Concrètement Design qui a été créé par Vaya. Vaya qui est mon invité aujourd'hui. Vaya, bonjour. Bonjour Philippe. Merci de nous accueillir dans ton bel espace plein de créativité. Alors, avant de commencer justement, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu de quoi est fait ton hangar? Alors en fait c'est un hangar effectivement perdu dans la vallée de Hamuta sur lequel je suis tombée par hasard. Et je suis tombée complètement amoureuse de cet espace. Il était vierge, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune cloison telle que tu les vois aujourd'hui. Il n'y avait rien. Il y avait juste une dalle de la poussière et des pigeons morts depuis des années. Et en fait, le premier week-end, ça a été passé à louer un échafaudage et à passer le Karcher et à tout nettoyer, mettre du grillage pour pas que les pigeons viennent. Mais au moment où je suis arrivée dans cet endroit, si tu veux, la verrière qui est derrière nous, je l'ai visualisée immédiatement. Je savais que je voulais une verrière là et une balançoire. Tu sais, c'est des trucs comme ça, des flashs. Et du coup, j'ai vraiment travaillé très très fort pour avoir et cette verrière et cette balançoire. Donc voilà, je suis très contente. Ok, super. Écoute, merci de nous accueillir. Et si vous êtes curieux de savoir à quoi ressemble cet hangar, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube de Pacific Venturi pour découvrir en images ce podcast et ce fabuleux hangar que j'ai eu l'occasion de découvrir récemment. Alors, Vaya, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Petite question pour s'échauffer rapidement, comment ça va? Ça va très bien. Ouais. Comment se sont passés ces derniers mois, ces dernières semaines pour toi? On va dire, si on remonte, tu sais, c'est comme il y a l'an zéro. Je trouve qu'il y a eu une pause générale pour tout le monde pendant le confinement. Donc, c'était très étrange. Moi, j'ai passé 15 jours à pas savoir comment gérer le truc. Et en même temps, c'était des vacances improvisés qui nous sont tous tombés sur la tête. Donc, passer les premiers jours où tu te dis, il est 10h, je vais peut-être me faire un petit déj quand même. Je ne sais pas comment gérer le truc. Et puis, au fur et à mesure, on s'est remis en mouvement et on s'est même plutôt bien remis en mouvement. Nous, on a la chance d'avoir été beaucoup soutenus par les entreprises avec lesquelles on travaille déjà, par exemple. Et finalement, quand le confinement s'est arrêté, moi, j'avais l'impression que maintenant, recommencer, ça y est, je suis prête maintenant. Je sais comment gérer cette pause, je sais comment gérer les relations humaines, je sais comment gérer mes humeurs. Donc, je ne peux pas dire que je voulais que ça dure éternellement parce que ce n'est pas viable pour personne et beaucoup d'entreprises sont très inquiètes. Mais émotionnellement, j'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir ce temps de pause parce qu'on ne se l'accorde jamais et personne ne peut nous l'accorder. Là, c'était une pause mondiale, donc tu peux même pas te dire je vais être en retard assis à ça. Non, là, c'est du temps pour toi et revenir à l'essentiel et se reconstruire. Donc, j'ai trouvé ça vraiment plein de sens et de ressources disponibles. D'accord, ok. Donc aujourd'hui, tout va bien. Donc aujourd'hui, tout va bien. Ça a permis de remettre en route certains projets, de retrouver l'envie, de retrouver avec plaisir les gens et de les rencontrer, tout ça. Donc c'était vraiment super. Moi, peut-être que je suis très, très utopiste et très optimiste, mais franchement, ça va bien. Ouais. Ok, super. Alors, je rembobine un peu, on va repartir bien en arrière. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours et nous expliquer comment tu es arrivé aujourd'hui dans cet espace et dans ce concept qui est Concrètement Design? Ok. Alors, en fait, je pense que c'est un chemin un peu perturbant, mais comme la plupart des personnes que tu as déjà interviewées, je fais un parcours classique à l'école, Gauguin, ensuite l'université ici,
L'université, c'était plus en mode plouf plouf, je sais pas très bien ce que je vais faire, je vais prendre le moins pire. Donc voilà. Donc j'ai fait lettres, ce qui était parfait pour moi, c'était la planque idéale. J'étais en train de lire toute la journée et quand on me disait de faire des choses, je disais je peux pas, je travaille. Donc je lisais des romans toute la journée, c'était la vie fantastique. Et puis un jour, mais vraiment tardivement, parce que je me suis pas posé la question, lors d'une discussion avec des professeurs et les autres étudiants avec moi, ils me disent mais du coup tu vas passer le CAPES? Ben non, pourquoi tu veux que je passe le CAPES? Mais parce qu'on est en licence de lettres, après on fait prof quoi. Et là c'était l'horreur pour moi, c'était ah non mais surtout pas, mais si on m'avait dit d'abord ça, je serais pas venue, je voulais absolument pas faire prof quoi. J'ai beaucoup de respect pour les profs, mais moi je me sentais pas du tout la fibre. C'est une vocation. Ah ouais, non, c'était pas possible. J'avais peur de me retrouver face à des étudiants comme moi en plus, donc non, surtout pas. Donc là, je sais pas, j'ai cherché ou j'ai même pas cherché, ça m'est tombé comme ça un peu aussi par hasard. J'avais des amis qui étaient en fac ici aussi en droit. Et on a vu passer une annonce de concours d'entrée dans la fonction publique. C'était les vacances d'été, on avait fini notre cursus. Moi, je savais que je voulais pas partir en France. Bon, on y va. Mais vraiment, ça a été comme ça. Et puis, eux, ils m'ont pris au challenge. Toi, tu sors de lettres. Nous, le concours, c'est facile. C'est la capacité en droit. On vient d'avoir notre licence. Nous, c'est tranquille. Finger in the nose. Toi, t'as rien foutu. On t'a bien dit que tes études, ça servait à rien. Tu l'auras jamais. Et je déteste quand je me lance de challenge comme ça. Donc, du coup, j'ai travaillé beaucoup pour absorber en 2 mois le contenu le programme du concours. Et j'ai eu le concours, mais j'avais absolument pas prémédité le truc. Donc, quand c'est arrivé, je me suis dit bon, c'est malin. Maintenant, on fait quoi? Il faut quand même à un moment donné se prendre en charge et subvenir à ses besoins. Donc j'ai accepté le job. Je peux pas dire que je suis tombée dans le meilleur service, en tout cas celui qui me correspondait le mieux, mais voilà, j'ai fait le taf. Et puis après, j'ai eu la chance de pouvoir changer de service. Et là, ça a été super chouette parce que même si c'est une arrivée par hasard dans le service public, j'ai adoré mes années dans le service public, quoi. Je crois vraiment à l'étymologie du sens du mot service public. Et j'ai fait des services super chouettes avec des gens très impliqués, très passionnés, qui voulaient faire bien. Après, on peut critiquer le système sur certains points, mais moi, vraiment, je me suis éclatée et j'ai trouvé des trucs super. J'ai fait des super services. Donc ça a été comme ça pendant 18 ans, on va dire, avec quelques pauses, quelques départs du territoire, mais au global, je suis toujours revenue. J'ai fait un petit séjour aussi dans le privé où j'ai beaucoup aimé, mais c'était moins compatible, on va dire, avec ma vie familiale. Du coup, je suis revenue dans la fonction publique. Et puis, il y a 2 ans et demi maintenant, j'ai fait un burn-out. En bonne et due forme, voilà. Donc tu te prends, ça dépend des gens, ils ont l'impression de se prendre un train, un mur. Moi j'avais l'impression de m'être pris un camion frigorifique dans la tête, comme ça. T'es pas prévenu, tu vois pas le truc arriver, mais tu restes séché sur la chaussée à te dire ok, là il y a un truc qui va pas. Donc il faut trouver une autre solution. Et en fait, ce burn-out, ça a été probablement une des meilleures choses qui me soit arrivée. Je peux le dire aujourd'hui tranquillement. D'abord pour rassurer les gens qui sont en doute. Ouais. Et vraiment, c'était chouette parce que là aussi, c'est un peu comme le confinement. T'es face à une réalité que tu peux pas nier, quoi. Donc même quand t'essayes de dire autour de toi non mais ça va pas, je suis pas très bien dans mon taf, je suis pas très bien dans ma vie, y a des choses que je voudrais changer, on te dit non mais c'est bon, vas-y, arrête de te plaindre, vas-y, mais c'est un petit coup de fatigue, prendre des vitamines, oui. Et puis au final mais même moi je me disais bon, je vais faire une petite nuit de sommeil. La première fois que j'ai vraiment craqué au travail et que je pouvais plus, et qu'une amie m'a
vraiment botter les fesses pour aller voir le médecin. J'avais dit au médecin, non mais 3 jours d'arrêt, ça va aller. Et puis en fait, j'ai jamais pu y retourner, quoi. Donc, face à cette évidence, t'es obligé de faire une introspection, d'avoir le courage de regarder ce qui va pas, et de t'écouter un peu plus. Et comme t'as pas d'autre choix que de t'écouter, les autres finalement ils arrivent à t'entendre aussi, et puis voilà. Et du coup je me suis lancée, et aujourd'hui je suis très contente du chemin parcouru et de l'épanouissement qui est derrière ça, quoi. C'est pas tellement juste pour dire voilà ce que j'ai fait, c'est juste aujourd'hui je sais que je suis bien dans mes baskets et c'est important. On a réussi à redémarrer, à renaître un peu de ce challenge du burn-out. Ouais, et puis surtout d'être mieux, quoi. C'est même pas d'être comment dire, d'avoir su rebondir pour se reconstruire, tout ça, c'est une meilleure construction. Ouais. J'ai l'impression d'être une meilleure version de moi-même depuis. D'avoir grandi grâce à ça. C'est ça. D'accord. Ouais. Ok. Donc, c'est intéressant parce que quand tu commençais à expliquer ton parcours, je me suis dit mais comment on passe de fonction publique à entrepreneuriat, et voilà, le lien finalement c'est le hasard, le hasard du physique, le hasard biologique quasiment qui t'a amené là-dedans. Ouais. D'accord. Ok. Et du coup, alors concrètement, design, c'est quoi? Parce que là, si on écoute ton parcours, justement, on n'a pas encore d'idée exactement de ce que tu fais aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée de concrètement design? Alors, du coup, concrètement design, c'est, on va dire, une entreprise polymorphe parce que je ne sais pas choisir. Pour moi, choisir, c'est renoncer. Donc, quand tu choisis de faire une entreprise qui vend des produits, limite, la logique veut que tu renonces à faire du service. Moi, je ne sais pas faire ce choix-là, donc j'essaye là encore, d'être très fidèle à mes convictions, à ce que je suis. Je m'intéresse à plein de choses, j'ai envie de faire plein de choses, et j'ai envie de renoncer le moins possible. Donc, la globalité, si tu veux, le fil conducteur de concrètement design, c'est de faire des choses concrètes. Je suis passée, si tu veux, d'un monde administratif. J'étais cadre dans l'administration où tu fais des dossiers pour le bien du public. Hein. Vraiment, c'est hyper important. Et puis, tu verras le lien avec l'entreprise. Mais tu fais beaucoup de dossiers, t'es pas décideur. Même les personnes qui te demandent de faire les dossiers ne sont pas forcément elles-mêmes en pouvoir de décider les choses. Donc, voilà, je ne peux pas dire que tu brasses du vent, mais en tout cas, tu es déconnecté de la réalité. Ouais, tu fais de ton mieux, mais en fait, la réalité des gens, c'est pas celle-là, quoi. Et puis en même temps, en tant que collectivité, tu peux pas répondre personnellement aux besoins de chaque individu. Donc, tu es obligé de faire un truc collectif. Donc, tu as beaucoup d'inertie. Et moi, je suis passée de cet univers-là où je ne voulais plus ni de délai, ni de contraintes, ou en tout cas les moins possibles. Et du coup, je voulais faire du mobilier en béton. Donc, c'est pour ça que concrètement, il arrive. C'est parce que je voulais avoir les mains sales, être fatiguée physiquement au lieu d'être fatiguée intellectuellement, et faire un truc qui est palpable, qui a une réalité. Exactement. Et du coup, je voulais faire du béton et je voulais faire des lampes. Parce que les lampes, pour moi, contrairement à justement un dossier qui est validé, c'est basique. Tu l'allumes, tu appuies sur l'interrupteur, ça s'allume pas, t'as bien fait, t'as mal fait, ça fait sauter les plombs ou ça fait pas sauter les plombs, mais t'as une réponse immédiate. Et quand tu regardes bien, il y a très peu de domaines dans notre vie actuelle où on a des validations immédiates. Tu élèves ton enfant, tu sais jamais si t'as bien fait. À la limite, tu le sauras dans 30 ans peut-être, s'il te dit... Et encore. S'il te dit, oh là là, t'étais pénible, mais merci. Mais en fait, tu n'as jamais de validation, sauf dans les jeux vidéo. Et moi, j'adore ça, les jeux vidéo, pour ce truc-là, quoi. Ce plaisir de dire... c'est rassurant, tu vois, de dire j'ai réussi le chemin, je suis allée jusqu'au boss, donc j'ai bien fait, quoi. Donc chaque pas est finalement confirmé comme étant la bonne direction. Exactement. Et les lampes, ça a ce côté-là, ce côté très binaire que j'aime et que je trouve rassurant. Donc ça a commencé comme ça, concrètement design. Et je voulais donc faire des objets. Et au départ, j'ai fait comme beaucoup de gens qui veulent créer un petit peu. J'ai
surfer sur Pinterest, ce genre de choses, et je trouvais des trucs vraiment super. Je me disais, je vais faire ça aussi. Et puis en fait, en cheminant, il y avait beaucoup de déchets au bord de la route. Je me suis dit, mais je vais récupérer ça parce que c'est trop beau et ce serait trop dommage que ça parte à la poubelle. Et en fait, j'en ai cumulé beaucoup. Heureusement, j'ai vite trouvé l'atelier. Et je me suis dit, mais en fait, plutôt que d'acheter par exemple des tuyaux tu vois, de plomberie neufs pour faire des étagères sur Pinterest, je peux peut-être faire ça, mais en utilisant ce que j'ai trouvé au bord de la route, quoi. Donc des structures de vélo, des pieds de ventilateur, des choses comme ça, où je me disais, en plus, pour lancer une activité, c'est cool parce que ça me coûte rien, quoi. Ça me coûte du temps, mais le temps, finalement, j'en ai, puisque j'ai pas de travail. Pour moi, j'avais l'impression de pas avoir de travail encore. Et puis voilà, et puis on teste, et si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, j'ai peu de risques, en fait. Donc ça a commencé comme ça. Et au fur et à mesure, cette prise de conscience environnementale s'est faite de plus en plus forte. Et je me suis dit, bon, c'est bien de guetter la relève des encombrants tous les mois. Donc moi, j'allais avec ma voiture chercher, j'attendais la fin du mois, au début du mois. Oui, c'est ça. Et limite, en plus, je culpabilisais quand les gens me regardaient. Limite, je leur disais, c'est bon, je peux prendre dans la poubelle, alors qu'ils avaient eux-mêmes mis dans la poubelle là, à l'instant. Et puis, finalement, j'ai commencé à démarcher les entreprises ou les gens que je connaissais qui pouvaient avoir un certain nombre de produits identiques à jeter. Par exemple, j'ai contacté les garçons de Hamani Lab qui m'ont donné les bombes de peinture avec lesquelles j'essaye de faire des lampes. On est toujours en recherche, mais voilà, j'ai contacté des entreprises aussi de la place pour essayer de récupérer leurs déchets. Pour essayer de, on va dire, industrialiser un petit peu le process, ce qui m'économisait du temps de recherche. Quand tu récupères un vélo, c'est jamais le même vélo, donc ce que tu vas développer avec l'un, c'est pas tout de suite reproductible avec les suivants. Là, en allant à la source, je me suis dit, peut-être qu'une entreprise, elle va être intéressée, parce que finalement, ça lui coûte rien, ça lui coûte même moins cher certaines fois de me donner des déchets que de les traiter. Et puis, ça me permettait aussi de toucher les gens de l'entreprise, donc de commencer à faire parler de moi et de cette démarche-là et tout ça. Et voilà, et c'est comme ça que ça a commencé. Okay. Alors, si je me mets dans les chaussures de ma mère, qui m'a souvent posé cette question, donc tu fais du design, tu conçois des meubles, de la déco, etc., mais t'as pas de diplôme dans ce domaine? Non, j'ai pas de diplôme. Un diplôme en Pinterest, j'ai l'impression. J'ai un master en Pinterest, mais je continue à suivre des cours de perfectionnement régulièrement. Non, j'ai absolument pas de diplôme, et du coup c'est drôle parce que j'ai vécu quelque temps au Canada, donc tu connais bien la différence entre la mentalité, on va dire française ou européenne, mais très française. Cartésienne. Voilà, c'est ça. Et avec la mentalité des Amérique du Nord, voilà, c'est ça. Où, en France, quand on regarde mon CV, je suis instable. Quand on regarde mon CV en version anglophone, je peux rebondir sur plein de trucs et tout ça. Et un jour, on m'a dit, mais finalement, à changer de service dans l'administration tout le temps, à changer de spécialité tout le temps, tu n'es spécialiste de rien. Donc, tu deviens moyen en tout. Et j'avais dit, oui, mais en fait, moi, c'est ça qui m'intéresse. Encore une fois, je ne sais pas choisir. Donc, même encore aujourd'hui, à travers Concrètement Design, je fais parfois du bois, parfois du ciment, parfois un peu d'acier, parfois de l'électricité. Et clairement, je suis moyen en tout. Je ne suis pas menuisier, je ne suis pas électricien, je ne suis pas ferronnier. Mais ce qui m'amuse, c'est de mélanger tout, d'apprendre tout le temps et surtout de ne pas s'imiter. Et je pense que c'est ça qui, au-delà du diplôme et de l'apprentissage académique, m'a beaucoup servi. C'est qu'à aucun moment, je me suis dit, mais je ne sais pas faire ça, je ne peux pas faire ça.
Donc j'ai appris à souder parce qu'un jour sur un déjeuner on m'a dit mais tu soudes? Bah non mais j'aimerais bien apprendre. Ah bah viens je t'apprends. Bon, bah, ok super j'y vais. Et puis j'ai acheté des machines, je savais absolument pas comment ça marchait mais je la trouvais juste trop jolie dans le magasin. Donc voilà, et puis je suis rentrée, j'ai lu ma notice qui ne t'apprend rien parce que maintenant les notices c'est que des notices de sécurité pour se dédouaner de tout. Et donc au bout de 15 jours j'ai découvert des boutons en me disant oh mais ça c'est formidable, mais en fait je savais pas que la machine pouvait faire ça. Et en fait, je pense que c'est intéressant aussi de se dire on se limite beaucoup, alors qu'en fait, tout s'apprend. Rien n'est très très compliqué, très inaccessible. C'est pas comme si je voulais lancer une fusée et concurrencer Tesla ou voilà. Donc moi, n'importe qui peut le faire. Moi aussi, je suis n'importe qui, donc je dois pouvoir le faire à un moment donné. Encore qu'au fin fond de la Nouvelle-Zélande, quelqu'un s'est dit je vais concurrencer Elon Musk et maintenant il lance des fusées aussi, donc c'est faisable. Ok, on va faire une petite pause pour écouter un message de nos sponsors et on se retrouve tout de suite après avec Vaya pour continuer notre discussion. Salut, c'est Vaya pour Concrètement Design. Si vous aimez l'upcycling, le design et que vous croyez aux solutions durables pour nos îles, vous pouvez nous aider en rejoignant la page Facebook ou Instagram de Concrètement Design. Merci. Nous sommes de retour toujours dans ce superbe hangar de Concrètement Design avec Vaya. Vaya, ça va toujours? Très bien. Ok, ça marche. Alors on va rentrer dans les questions un peu plus compliquées maintenant. Ok. Alors maintenant que tu es dans cette vie d'entrepreneur, dans cette vie de créatrice, designer, avec tout le parcours que tu as eu, est-ce que tu peux nous dire quelle est la meilleure leçon que tu as apprise depuis que tu as créé ton entreprise et quelle est la pire leçon? La meilleure, je crois, c'est vraiment la satisfaction de se dire j'ai bien fait d'écouter la petite voix qui était en moi. Je ne savais absolument pas pourquoi je l'écoutais, celle-là, en disant mais n'importe quoi. Des fois, je me parle quand même toute seule. J'essaye de négocier avec moi-même, mais c'est très très dur. Mais j'ai bien fait de l'écouter. Je sais qu'au départ, les gens étaient sceptiques parce que, encore une fois, j'avais fait mon parcours dans l'administration et que j'avais pas fait d'école de commerce. Je suis très très nulle à la vente. J'avais pas de... Enfin voilà, j'avais aucune prédisposition, on va dire, à faire ça, si ce n'est juste une envie, quoi. Une envie et une curiosité. Donc aujourd'hui, je me dis merci d'avoir osé, d'avoir essayé. Et puis au pire, si ça n'avait pas marché, bah, ça n'a pas marché, mais c'est pas grave, tu as essayé, tu n'as pas de regrets, et puis tu rebondis sur autre chose, quoi. La pire leçon, c'est peut-être d'avoir essayé de convaincre trop tôt des gens qui n'étaient pas prêts. Ouais. Parce que c'est dur d'avancer tout seul, ça fait peur d'avancer tout seul, et que du coup j'avais une espèce de besoin de validation permanente et que j'essayais de convaincre, et en fait j'ai perdu beaucoup d'énergie à essayer de convaincre et à me justifier, et qu'au final quand tu dis bon c'est pas grave, je peux faire sans, en fait d'abord tu t'aperçois que tu peux faire sans, et que les gens finalement viennent, tu vois, ça y est, ils sont un peu plus prêts, ils ont un petit peu moins peur. Et puis je pense que les gens qui ont peur pour toi, c'est aussi beaucoup par prévenance. Par amour même. Ouais, bien sûr. Donc voilà. Mais je suis pas quelqu'un de rancunier, donc tu vois, ça m'a pas laissé amer. C'était juste se dire au début, ça peut faire un peu de peine, quoi, de devoir avancer, parce que tu as l'impression du coup de devoir choisir entre toi, ce que tu sens profondément en toi, et des gens auxquels tu es très attaché, quoi. Ouais. Du coup, c'est comme si tu étais un petit peu, tu vois, tiraillé, mais au final, t'as pas tellement le choix, parce que tu es obligé d'être cohérent avec toi, quoi. Tu vois. J'ai l'impression qu'en fait, ta meilleure leçon, c'est d'avoir pris conscience que tu pouvais avoir confiance en toi. Et ta pire leçon, c'est d'avoir pu douter de toi à un moment donné sur cette confiance. Un peu, j'ai l'impression qu'elles se font écho l'une à l'autre d'une certaine façon. Il y a ça, et puis il y a aussi le fait de se dire finalement, si je me fais confiance
à moi toute seule. C'est un peu comme si c'était de la défiance ou tu vois un espèce de sentiment de loyauté, enfin un manque de loyauté par rapport à certaines autres personnes, tu vois. Ouais. Ok, intéressant. Alors, comme tu disais tout à l'heure, concrètement, le design est né des conséquences d'un burn-out qui t'a du coup poussé à faire ce pas en avant et à changer de vie d'une façon ou d'une autre, mais tu as quand même quitté le confort de l'emploi de fonctionnaire, voilà, dont on connaît tous les bénéfices, les avantages. Quels autres sacrifices tu as dû faire pour arriver là où tu es aujourd'hui? Honnêtement, personnellement, moi, j'ai pas l'impression d'avoir fait de sacrifice. Je pense que mes enfants te diraient qu'ils ont sacrifié des plateaux de sushi et des plaques de pizza parce que forcément, on en mange moins, surtout quand tu lances ton activité. Mais voilà, c'est la boutade, tu vois, c'est genre non, mais non seulement tu travailles beaucoup et en plus on peut plus manger de pizza. Bon, ça reviendra. Mais au final, je sais que je suis plus alignée. Je peux pas dire que je rentre beaucoup plus tôt que quand je travaillais dans l'administration. Mais en tout cas, comme je suis déjà moins tiraillée intérieurement, je suis plus entière avec ma famille, quoi. Ouais. Du coup, t'es peut-être plus présente dans les temps où t'es avec eux que... Ouais, je suis pas... Enfin, le problème, c'est que c'est très obsessionnel chez moi. Enfin, je sais... J'aimerais bien avoir du coup des témoignages de chefs d'entreprise. Tu sais comment ils font pour décrocher? Moi, je pense à moi boîte tout le temps, quoi. Que tu regardes un film. En plus, le design, c'est compliqué. Tu regardes un film, tu vois de la déco, tu vois un truc, une référence. Enfin, tu vois, c'est comme si ça s'emboîtait tout le temps. Mais je suis moins en souffrance et du coup, je pense que ça se voit sur la famille, sur voilà. J'ai pas de réponse à ta question parce que moi je suis convaincu que l'entrepreneuriat c'est un mode de vie. Donc il y a plus cette frontière comme on peut l'avoir voilà, quand on est fonctionnaire ou employé. Il y a les heures de travail, les heures de maison. On ramène pas le travail à la maison. Enfin, mais c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, finalement tu vis comme un entrepreneur. Donc voilà, il faut travailler tard parfois, tu le fais, travailler le week-end et en même temps voilà, chaque chose que tu vois est une idée pour ton entreprise, quoi. C'est ça, mais en même temps, tu sais, je pense que si on prend le cas idéal d'un salarié et même d'un fonctionnaire qui est bien à sa place, par exemple, moi j'ai fait 4 ans au CEFI, j'ai mangé, bu, dormi CEFI pendant 4 ans, quoi. Enfin, et tout est prétexte à, comme tu dis, moi je m'occupais de la formation professionnelle, je vais à Hawaï et je me dis mais il y a des métiers là-bas qui n'existent pas ici, pourquoi on ne développe pas le truc? Et je rentre de vacances et c'est même pas les vacances que je raconte, c'est tu vois, c'est les liens qui peuvent se faire, etc. Et je pense que quand tu es à ta place, tu vis ton entreprise. Et je pense qu'il y a vraiment des entreprises qui ont la chance de valoriser des employés comme ça. Je sais plus qui c'est qui disait, mais je trouvais ça super touchant quand son collègue lui dit mais comment tu fais pour dissocier ta vie privée et ta vie professionnelle? Et la personne lui répond mais tu sais qu'en vrai on n'a qu'une vie. Et en fait je j'arrive pas à comprendre comment quand t'es pas bien à la maison, comment tu peux arriver au vestiaire et poser tes problèmes à la maison et inversement. Tu vois, quand tu as des soucis à la maison, même si tu fais de ton mieux pour ne pas impacter ta famille, forcément ça impacte. Quand tu vis des moments difficiles à la maison, tu peux pas arriver avec le big smile et avoir la dernière vanne, ou alors c'est une énorme carapace, mais c'est quand même très très compliqué. Ouais, à un moment donné, ça peut casser aussi. C'est ça. Donc je pense que ceux qui arrivent vraiment à, tu vois, à chanter, avoir une vie pro qui ne déborde absolument pas sur la vie perso, soit c'est qu'ils sont très très forts mentalement et il y a certainement des métiers où tu es obligé de faire ça, enfin les médecins, les psys, les pompiers qui ramassent, tu vois, heureusement qu'ils ramènent pas ça à la maison, mais ou alors c'est parce que tu es tellement détaché de ton activité professionnelle déjà que tu fais tes heures, mais ouais, t'as déjà passé un stade, quoi. C'est ça, je pense que tu es déjà parti, quoi, tu vois. Ouais. Okay. Alors, ceux qui nous écoutent ont très certainement réalisé que tu es quelqu'un de passionné, mais également déterminé. Quels sont les autres ingrédients du succès de Vayan en concrètement design? Qu'est-ce qui m'a aidé? Je pense que je suis curieuse et que
Ça permet de ne pas se mettre de limites. Ça se développe. Hein. Avant, j'étais introvertie, je crois pas quand même, mais en tout cas, j'étais moins sûre de moi. Du coup, j'allais moins forcément facilement, tu vois, aller vers les autres, etc. Aujourd'hui, je trouve ça intéressant d'essayer de construire une communauté. Du coup, je vais aller facilement, par exemple, démarcher des gens qui vont avoir une activité qui peut être complémentaire de la mienne pour essayer de travailler, par exemple, sur des expositions, des partenariats, ou juste leur dire que je trouve ça formidable ce qu'ils font. Voilà, c'est peut-être ça qui fait que la communauté et le réseau a grandi assez vite et que je bénéficie vraiment d'une communauté très très bienveillante, très gentille, et que j'ai relativement peu de, tu vois, de critiques ou d'attaques ou quoi. Enfin, je suis hyper protégée. À chaque fois, je me dis, bon, la communauté grandit, forcément, il va y avoir des sceptiques, forcément, il y aura des critiques, et c'est tout à fait normal. Et en plus, je pense que ça aide à construire et à ajuster certaines choses. Mais en fait, les gens sont vraiment hyper gentils tout le temps, quoi. Tu vois ? Ouais. Donc, voilà, être curieux, être ouvert à l'autre, je pense que c'est des facteurs importants. Je crois que tu vas nous en donner un exemple tout à l'heure à la fin de cet épisode. Ouais. Et puis, et je pense vraiment être aligné, quoi. Okay. Ouais. Okay, super. Alors malgré tout, malgré voilà, le fait que tu es aujourd'hui là où tu penses, tu ressens devoir être, que tu es aligné justement, comme tu nous le disais juste à présent, s'il y avait une chose que tu pouvais changer, si je te donnais une baguette magique, je te disais voilà, cette baguette magique peut te donner l'opportunité de changer une chose dans tout ce que tu as accompli depuis que tu as pensé à concrètement design, qu'est-ce que ce serait ? Alors là, c'est compliqué parce qu'en fait, j'ai triché. C'est-à-dire que j'ai écouté les épisodes précédents, donc j'avais entendu la question piège, et franchement, j'y ai beaucoup réfléchi. Ouais. Et Ouais, j'ai fait mes devoirs. Et en fait, ça peut paraître vraiment naïf, hein, mais je changerais rien, quoi. Je trouve que les erreurs que j'ai faites ont abouti à des trucs super derrière. Et puis je pense qu'il faut tomber un peu de vélo pour être plus appliqué, plus concentré, faire des meilleurs choix. Si quand tu testes un truc, ça marche toujours tout le temps, ben t'as aucune réalité qui te rappelle, quoi. Tu vois, forcément il y a des choix que j'ai fait, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais à un moment donné, je me suis un peu emballée, j'ai commandé du matériel électrique à foison. J'avais pas forcément, tu vois, anticipé le coût de la douane, le coût du transporteur et tout ça. Bon, quand ça arrive et tu te dis, ok, maintenant il va falloir assumer ce choix, tu vois. Peut-être que j'avais besoin de matériel pour faire 10 lampes. Quand t'en as 100 qui arrivent, t'es là, bon, et ben maintenant t'as plus d'autre choix que de te dire, ok, bah, je vais assumer le truc, parce que sinon je me suis tiré une balle dans le pied toute seule. Donc ça te met face à ta responsabilité et ça t'oblige à aller plus fort, plus loin et avec plus de ténacité. Si j'avais fait aucune erreur, je suis même pas sûre que tu puisses tu vois, servir d'exemple ou témoigner, parce que tu es hors de la réalité. Ça veut dire que tu n'as pas de réalité économique à gérer derrière. Ça veut dire que, tu vois, et je pense que c'est... Donc non, les erreurs, elles sont plutôt bénéfiques. Et puis, après, j'ai eu de la chance dans le sens où ça n'a jamais été des grosses erreurs qui ont vraiment mis en péril, tu vois, l'activité ou ma santé ou des trucs comme ça. Ouais. Bon, j'ai juste passé un coup le doigt dans la scie, mais tu vois... Ah, et ils sont toujours là ? Ils sont toujours là. J'ai eu très peur en enlevant le gant, mais voilà, clairement, par exemple, quand il y avait du sang qui coulait partout et tout ça, je disais, bon, maintenant il va falloir regarder si le doigt est toujours là. S'il n'est plus là, eh ben, il faudra faire quelque chose, tu vois. C'est ça. Mais, et voilà. Ouais. Donc, ça te permet, après, quand tu fais tes trucs à la scie, t'es vachement concentré. Et par exemple, cette erreur-là, qui vraiment m'a choquée, parce que c'était en plus le début de l'activité, tout ça, c'est aussi l'alerte où tu te dis, bon, non, je vais retourner devant mon ordinateur, c'est vachement plus safe, ou des trucs comme ça. Aujourd'hui, je sais que ça impacte dans mon travail en disant,
J'avais prévu de découper des bouteilles de gaz, par exemple. Aujourd'hui, je suis fatiguée. Je sais que c'est pas le moment de le faire, tu vois. Donc, tu apprends de ton truc. En faisant. L'échec est notre meilleur professeur. C'est ça. Ouais. Et toi, ça va, les échecs, tu les vis bien parce que ça dépend aussi des personnalités. Est-ce que... J'ai appris à mieux les vivre. En fait, durant mon séjour au Canada, mon fils était à l'école et ils ont une petite phrase dans sa classe qui était trop mignonne et qui vraiment m'a beaucoup marqué. C'était se planter, c'est pousser. Et une fois que tu es là, bon bah voilà. Enfin, c'est une belle expression. Ouais. Ok, excellent. On pourrait en faire un beau slogan pour les entrepreneurs. Si vous coupez un doigt, c'est pas grave. Voilà. Et donc moi j'ai déjà prévenu ma compagne que si un jour il m'arrivait une grosse catastrophe, c'est-à-dire que je sais pas moi, je perds une main, un bras dans ma scie, et ben je me ferai une prothèse de Iron Man. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Donc bon, je me le souhaite pas parce que quand même on te le souhaite pas. Voilà. Mais ça peut être quand même sympa d'avoir une main de Iron Man, tu vois. Ok, ça marche. Alors, question piège. Okay. Mais ça là, tu as dû l'écouter aussi dans les épisodes précédents. Est-ce qu'il y a une chose que tu n'as jamais osé dire en public à propos de ton parcours d'entrepreneur que tu pourrais révéler à nos auditeurs aujourd'hui? Sans forcément que ce soit la grande honte ou quoi que ce soit. Mais tu te dis, bah tiens, voilà, les gens ont l'habitude de penser que... Et en fait, c'est pas du tout le cas. Non, alors le truc, enfin, j'en ai pas vraiment parlé, tu vois. Et puis en plus, ça s'est conclu hier. Mes enfants avaient très 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 honte de mon changement professionnel, et ils commencent à avoir moins honte. Donc au début, ils savaient pas trop quoi marquer. Tu sais, sur l'inscription de l'école, là, qu'est-ce que tu mets? Voilà, donc moi je les doigts avec la scie. Voilà, c'est ça. Maman est maintenant moins de doigts, elle fait des moufles. Non, mais moi je disais, bah, vous mettez designer d'objets, mais ils trouvaient ça limite trop classe parce que la réalité c'était quand même que je faisais les poubelles. Donc ils me charriaient en disant, ben, on va dire que t'es déchettriste. Tu vois. Et là, mon grand part faire ses études en métropole, là, et pour l'inscription de l'école, il m'a dit, je me souvenais plus le mot que tu m'as dit. Du coup, j'ai mis upcycler artistique. Ooh. Et là, je me dis, j'ai pris du grade, tu vois, donc c'est plutôt cool. Et ça fait partie des choses un peu difficiles, tu vois, le regard des enfants, parce que le changement de statut professionnel. C'est une chose, le changement de rentrée financière, c'est compliqué. Et finalement, c'est très égoïste un entrepreneur. Hein. Il fait ce choix-là tout seul pour être aligné, mais les autres sont obligés de s'aligner à ça. Et voilà, c'est peut-être ça tu vois, le bémol. En général, quand on parle de l'entrepreneur, même si on dit qu'il a beaucoup de soutien, etc., c'est je trouve parfois un choix un peu égoïste. On embarque un peu les autres malgré eux. C'est vrai que c'est important de le rappeler, de rappeler aussi que voilà, le regard de nos proches est important pour gagner cette confiance dont on parlait tout à l'heure, mais que c'est pas facile pour eux aussi. C'est ça. C'est pour ça que c'est peut-être aussi un mode de vie parce que ça implique finalement tout le monde et j'en sais aussi quelque chose à mon niveau, donc c'est ouais. Ok, super. Merci d'avoir partagé ça parce que c'est non pas forcément quelque chose de facile à évoquer. Ouais, et puis j'avais pas forcément identifié. Voilà, Ok, ça marche. Bon, on va faire une deuxième petite pause pour un nouveau message de nos sponsors et on se retrouve tout de suite avec Vaya pour des questions un peu moins négatives, on va dire. Coucou, c'est encore Vaya pour Concrètement Design. On lance avec l'association Océania qui est basée à Montréal un projet qui s'appelle Faura, qui a pour but de ramasser et recycler des déchets sous-marins pour lutter contre le risque d'empêtrement des animaux marins. Si vous voulez en savoir plus, rejoignez la page Concrètement Design. À très vite. De retour avec Vaya, toujours dans ce beau hangar, de Concrètement Design, plein de couleurs, plein d'idées, plein de créativité. Alors, justement, toutes ces couleurs et cette positivité qui se dégage de toi, l'avenir, tu l'envisages comment? Pour toi,
pour concrètement design et pour le pays Tahiti ou le pays, voire le monde. Comment tu vois l'avenir? Moi, je suis plutôt d'un naturel optimiste. Je trouve qu'en plus, à l'échelle de Tahiti, le confinement a montré de beaux gestes de solidarité, une belle mobilisation. Et je pense que c'est important de ne pas perdre ça de vue. D'essayer de faire des choses ensemble. Depuis que l'activité a repris et qu'on est à nouveau libre de nos mouvements, tout ça, je trouve que bien sûr il y a eu quelques, je peux même pas dire de dérapage parce que chacun, tu vois, arbitre comme il veut, mais certains sont revenus à un rythme comme avant, mais d'autres continuent à être, tu vois, sensibles à développer l'économie locale, à essayer de faire un circuit court, tout ça. Et ça, je trouve que c'est des prémices hyper intéressants. Donc, nous, on travaille là sur un projet qui va à la fois toucher la Polynésie, mais aussi être médiatisé en métropole. Je trouve que c'est intéressant ce type de projet, et puis il y en a d'autres sur le territoire, où finalement, même en étant une toute petite île perdue au milieu de l'océan Pacifique, on a notre mot à dire, on a une vision qui est évidemment différente d'un continental, mais que cette vision, elle commence à être de plus en plus entendue. Et je trouve que c'est bien qu'on perde nos complexes à nous exprimer et qu'on arrive à se faire entendre. Donc je suis plutôt optimiste sur notre capacité à faire passer des messages, à proposer des solutions, à participer, à construire ensemble un monde meilleur. Alors, j'ai des amis qui sourient, tu sais, quand ils disent ça, mais le monde meilleur, c'est pas forcément... c'est pas forcément que un monde de bisounours, c'est juste faire de meilleurs choix, être meilleurs les uns avec les autres, travailler en collectif et vraiment essayer de développer un écosystème cohérent. Et c'est ce que j'essaye de faire avec cet atelier. Si tu veux, moi, l'atelier, j'y suis tous les jours, c'est mon plaisir quotidien. Souvent, je viens le week-end parce que c'est un moment qui est calme et je peux créer encore. Et moi, j'ai l'impression de jouer. Donc, j'essaye de me forcer à rester à la maison le dimanche. D'abord pour profiter de ma famille, évidemment, parce que c'est important. C'est vraiment le socle. Mais aussi créer le manque. Tu vois, je trouve que c'est bien d'avoir créé le manque comme ça le lundi, au lieu de se dire « Oh là là, c'est lundi, j'y retourne ». Moi, je suis dans les starting blocks en me disant « C'est bon, on peut retourner jouer et tout ». Et cet espace, donc voilà, moi, j'en profite tout le temps. Mais je trouve qu'il a un super mana, il a une super lumière et tout ça. Et ce que je voulais, c'était le partager. Du coup, même si je disais tout à l'heure, c'est une entreprise polymorphe, parce que je fais plein de trucs qui, si on les regarde un à un, peuvent sembler complètement déconstruits et n'avoir aucun rapport. En fait, ça a évidemment un rapport. Ça a un rapport à travailler ensemble, à construire ensemble. Je fais des stages pour les adultes, par exemple, pour qu'ils apprennent à faire. Je fais des stages avec les enfants pour que les enfants apprennent à faire. Je fais venir des exposants ici pour qu'on fasse ensemble. Donc c'est vraiment le ensemble que je trouve intéressant. Ok, super. Alors rapidement, oui, non, pour ton futur, optimiste, pessimiste? Optimiste, résolument optimiste. Ok, pour ton entreprise? Sagement optimiste. Ok, et pour le monde en général? Nécessairement optimiste. Ok, super, intéressant. Ok, Vaya, écoute, dernière question, très ouverte, tout simplement pour toi. Est-ce que tu aurais une dernière chose que tu voudrais partager avec nos auditeurs? Je dirais qu'il ne faut pas laisser la peur nous inhiber et si les gens arrivent à garder en tête qu'effectivement se planter c'est pousser, ça fait vachement moins peur, quoi. D'abord, j'avais fait une intervention dans un collège et j'avais demandé aux ados, est-ce que vous jouez aux jeux vidéo? Bon, comme tous les ados jouent aux jeux vidéo, merci le coq, je leur ai dit, ok, vous jouez aux jeux vidéo et est-ce que par exemple quand vous jouez, vous arrivez
aller au boss d'une seule traite, quoi. Ou est-ce que vous perdez? Ah bah non, on perd, évidemment. Donc je dis ok, donc tu perds. Et tu recommences ou tu jettes ton jeu? Bah non, je recommence. Ok. Donc, pourquoi est-ce que ce qu'on arrive à faire dans un jeu vidéo, dans la pratique d'un sport, dans, tu vois, les choses annexes au travail, on va dire, pourquoi est-ce qu'on arrive à le faire naturellement et que dans la vraie vie, quand on rate un contrôle de maths, quand on rate quelque chose dans son entreprise, on a honte de ça et on arrête de faire. Ben non, en fait, t'as raté un truc dans ton entreprise. Moi, il y a plein de trucs que je rate. Bah, tu recommences, jusqu'à ce que tu arrives au boss et que tu sois fier de toi. Et cette validation-là, il faut vraiment aller la chercher. Il ne faut surtout pas avoir honte de se planter. Les autres aussi se sont plantés. Et je pense que si on est de plus en plus nombreux à le dire et à désacraliser ce truc-là et à démystifier la réussite du premier coup, ça n'existe pas, bah, du coup, les autres auront moins peur d'être faillibles, moins peur d'être juste normaux, en fait. C'est ça qui est fou, quoi. Ouais, ok. Belle pensée. Merci beaucoup. Alors, avant de se quitter, tu nous disais tout à l'heure qu'il y a deux choses qui sont importantes pour toi, c'est la curiosité et le partage. Et on a une surprise pour vous, chers auditeurs qui nous écoutez ce nouvel épisode des Curious Buzz. Parce que Vaya a plein d'idées et de créativité et qu'elle aime partager ses idées, on a décidé ensemble, et elle va vous en parler un petit peu plus, de vous faire une surprise à partir du prochain épisode des Curious Buzz. Tu nous en parles un peu ? Ouais, alors l'idée c'est en fait, moi j'ai eu la chance cette année d'être incubée à Prism. Prism qui est l'incubateur de la Chambre de commerce de Polynésie, pour ceux qui nous écoutent hors de Tahiti. Et du coup, c'était chouette parce qu'on a vraiment pu apprendre beaucoup de choses, que ce soit sur la gestion des réseaux sociaux, le calcul de la TVA, calculer un prix. Enfin, vraiment des questions pratiques pour les entrepreneurs. Et à un moment donné, surtout au moment du confinement d'ailleurs, je trouvais que c'était fou parce qu'on n'est que 8 par promotion, que la Polynésie, c'est grand comme l'Europe, donc c'est évident qu'un porteur de projet, quel que soit son projet, qui est au Tuamotu, aux Marquises, au Gambier, il ne pourra certainement pas venir pendant 9 mois, 1 an sur Tahiti pour développer son activité, et que c'est dommage. Et je pense qu'on a tous un rôle à jouer pour construire le pays ensemble et aider l'émergence de projets, surtout justement parce que le salariat, ça peut devenir compliqué dans certaines îles et dans certaines sociétés qui malheureusement ont accusé le coup avec le Covid. Donc voilà, moi je me suis dit... et si on faisait, grâce à ton podcast, et si on faisait le relais des questions pratiques d'entrepreneurs pour aider à solutionner humblement avec notre expertise, mais notre expérience, on va dire surtout, des questions pratiques d'entrepreneurs. Et l'idée, c'était pas de faire des conférences et des trucs très compliqués. Je pense que le vrai métier de l'entrepreneur, c'est de gérer son entreprise. Donc il faut lui libérer un maximum de temps pour ça et du coup à chaque rendez-vous répondre de façon très succincte et très pragmatique à des questions qui peuvent se poser. Donc ça peut être 5 erreurs à pas faire, 5 astuces par rapport à tel sujet, 5 choses sur lesquelles investir, enfin voilà, et explorons ça ensemble. Écoute, merci beaucoup Vaya de te joindre à cette aventure de ce podcast qui est un des premiers podcasts du Fénois, le deuxième si je ne me trompe pas. Surtout merci à toi de relayer ça parce que voilà, je trouve que c'est déjà super de vouloir inspirer les gens, et en plus je pense qu'on peut aller plus loin en leur donnant des outils gratuitement, qui peuvent être réécoutés n'importe quand, qui sont donc plus conciliables avec une activité peut-être déjà salarié, le temps de faire la transition, ou de parents, quel que soit leur schéma. Super. Dès le prochain épisode, retrouvez 5 questions concrètes de Concrètement Design pour vous aider si vous êtes en train de vous lancer, que vous vous êtes lancé, que vous envisagez de vous lancer. Ce sont toujours des questions pratiques et utiles pour vous aider à avancer.
Vaya, merci beaucoup de nous avoir reçus dans ton lieu de travail, dans ton lieu de création aujourd'hui. Et pourquoi on fait ce podcast sur le terrain? Parce que ça nous permet de partager l'expérience de l'entrepreneur dans son milieu, et puis en plus additionnellement de bénéficier du chant des coqs et des tondeuses autour de nous pour vous faire profiter de la vraie vie polynésienne. Vaya, merci beaucoup. Merci, bon courage Philippe. à toi, bonne continuation. Merci beaucoup. Et du coup, au prochain épisode. À très vite, ouais, merci. Voilà, c'était le nouvel épisode des Curious Buzz en compagnie de Vaya, la fondatrice, créatrice de Concrètement Design, qui nous aura gentiment reçus dans son espace. J'espère que vous aurez apprécié cette conversation, en découvrir plus sur son parcours et ses leçons de vie d'entrepreneur. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode et cette fois-ci du coup avec Vaya très prochainement, donc sur les Curious Buzz, que vous pouvez retrouver sur le site de Pacific Venturi, pacificventuri.com, téléchargeable également sur l'ensemble de vos plateformes podcast préférées. N'hésitez pas à y laisser des commentaires, à vous abonner, à noter, tout ça c'est toujours agréable à voir et on adore recevoir vos retours sur ces différents épisodes. Merci également à nos sponsors qui permettent de rendre ce podcast gratuit, et puis merci aujourd'hui à Imivei et Manoa, les membres de l'équipe Pacific Venturi, pour m'avoir aidé à faire la partie vidéo de ce podcast que vous retrouvez donc sur la chaîne YouTube. Je vous dis bonne journée, bonne soirée, quelle que soit l'heure à laquelle vous nous écoutez, à Tahiti ou ailleurs, et à très bientôt. Nana.